Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se trouve pour les lectures de gel de décembre. Je suis désolée de vraiment le faire très tard. Dans cette vidéo on est le 15 octobre. Donc je tiens à préciser que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans le décor habituel. Je vous dis en fait ce qui s'est passé. J'en ai parlé sur Facebook vite fait. Ce qui se passe c'est que j'ai déménagé. Je suis dans mon propre chez moi maintenant. Parce qu'avant j'habitais chez mes parents. Et donc j'ai déménagé... vraiment début octobre, fin décembre, début octobre, et je n'avais pas accès à internet pendant un petit moment, et donc le temps que déjà j'ai, pour dire des tas de cartons de livres, il fallait que je les vide, excusez-moi j'ai désalté son lunette, donc il fallait que je vide les cartons et que je retrouve les livres que j'avais achetés, et je ne savais plus trop lesquels j'avais achetés. Je vais trancher avec vous, donc j'ai un peu refait les cartons, je me suis remis dans la tête un peu ce que j'avais acheté. J'ai pas non plus le temps de dire à cause du déménagement, tout ce qui est papier, administration, tout ça. Donc, même en septembre, la recherche d'emploi, la recherche de logement, tout ce qui était les papiers à faire, machin, Gilles fait pas avoir internet. Donc, j'ai pas vraiment dire, mais j'ai acheté pas mal de livres, notamment parce qu'il y avait eu. Je commence à mettre ça là maintenant parce que tout est dans la bibliothèque là qui sert un peu pour l'administration et le blog. Donc en fait, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de lire comme je voulais. J'ai eu que la braderie du nom où je suis allée, puis 3 petits achats à part. Mais je vais vous présenter ça maintenant. Le premier livre que j'ai acheté, je précise que je voulais faire un petit peu dans le désordre parce que je sais plus trop dans quel je les ai achetés. C'est La Belle et la Bête. Donc le destin de Belle, pardon. C'est donc l'adaptation est de Mallory Reeves et les dessins sont de Studio 10 ou Dice, je ne sais pas comment prononcer en anglais, et c'est édité chez Nomitobi. Il y a les versions où quand on met la page comme ça, une autre page, il y a aussi l'histoire de la bête, et la couverture fait que la bête se trouve de ce côté-là avec la rose qui se complète au milieu. J'ai vu, donc vous avez compris, c'est la version adaptée de La Belle et la Bête, mais de version 2017, donc avec Emma Watson notamment, pour ceux qui l'ont vu. Ça trace les grandes lignes du film et vraiment côté belle, c'est-à-dire que vraiment, j'ai envie de dire, je sais pas comment expliquer, vraiment que ce côté la belle, machin. Fait que la belle, ça change un petit peu, d'avoir un. Je crois que ça fait du bien d'avoir par exemple un conte comme ça à la version manga, j'ai beaucoup aimé. Autre livre que j'ai acheté et que je viens de terminer hier soir, parce que je sais pas pourquoi, je l'ai acheté, je l'ai pas fini aussitôt, j'ai pas compris pourquoi. Il s'agit donc du tome 16 de Saint-16 de Canvas Chronicles de Masami Kurumada et Shiro Tsurugi chez Kurokawa. C'est le 16e et dernier tome, donc le cover c'est là, ça ne voit pas trop quand je suis un peu loin. Je sais pas, parce que je précise, je vois plus ou moins avec le retour caméra, mais je vois pas trop ce que ça donne niveau couverture. C'est le dernier tome, franchement. Je m'attendais au début qu'il n'y en a que 12, donc un par chevalier d'or. Quand j'ai vu qu'il y en avait 2 pour les 2 chevaliers des Gémeaux, donc à ce procédure, j'ai eu 13. J'ai vu que Shion on avait 2, donc on monte à 14, on monte à 16 avec 2 pour Sage et Akure. Donc je me dis, ça fait 16 tomes, ça fait déjà une bonne petite série. Après, comme je vous dis, ce sont des tomes qui sont indépendants des uns des autres, à part pour Shion, plus ou moins Shion. Donc les 2 sur Shion et les 2 sur Akuai et Sage, donc les 4 derniers tomes. Limite ceux sur Asprocetos, limite encore pas obligé, mais ces tomes qui sont tous indépendamment des uns des autres, c'est-à-dire que vous commencez à tome 7, après le tome 1, vous voyez, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc je vous la conseille si vous voulez qu'un tome précis pour pas vous avoir acheté toute la série, pour comprendre ce qui se passe. Et dernier achat neuf, il s'agit du livre Les Plantages Nés, Origine et destin d'un empire du 11e au 14e siècle, de Jean Favier chez Texto. Je crois que Texto c'est une maison d'édition. Ouais, et collection Le Goût de l'Histoire. Ça ne dirait pas, c'est un petit pavé format poche, mais oui, qui fait très souple. C'est des pages qui sont quand même un peu épaisses pour très fines pour ce que c'est, pardon, je confonds. Et il fait pratiquement 1000 pages. 960 pour être précis. Donc ça fait un petit bail quand même. Je l'ai acheté, celui-ci,
je refile un peu mon cours d'histoire. Occultura qui vient d'ouvrir au Mans, il est ouvert je crois fin septembre. Je me suis dit tiens je vais aller voir ce qu'il y a. Je suis tombée dessus. Faut savoir que les Plantagenets c'est une grande famille, une grande dynastie qui a tourné un petit peu c'était des vassals du roi de France et qui ont notamment une grande importance dans le Maine, c'est-à-dire la Sarthe actuelle. Parce que au Mans, le centre historique on l'appelle pas le Vieux Mans, enfin des gens comme moi disent encore le Vieux Mans, mais si vous n'êtes pas du Mans et que vous recherchez le Vieux Mans, il faut suivre donc les panneaux indiquant Cité Plantagenet. Donc vous comprenez maintenant l'importance de ces dynasties ici. Quand on sait que Henri de Plantagenet va devenir le roi Henri II d'Angleterre et qu'il est également le père de Richard Cœur de Lion. Comme pour beaucoup, je pense, j'aime bien avoir un son à fond, que ce soit la télé ou de la musique. Je me suis donc acheter des CD. Faut savoir que oui, j'écoute beaucoup sur mon portable, notamment avec l'application Deezer. Mais j'aime bien avoir des CD, c'est bien, ça change un petit peu. J'ai donc pris 4 CD sur mon Cultura. J'ai donc pris en premier l'album Gentleman Cambrioleur de Garou. C'est mon chanteur préféré, je crois. Donc je crois pas si je suis sûre. C'est pas un petit peu récent, mais il m'en manque certains. Avant d'acheter celui-là, j'en avais que 2. Je me suis dit, au fur et à mesure, je vais me les acquérir parce que Garou, c'est mon chanteur préféré. Donc voilà, je me dis, ça me fait un peu plus. Et les 3 autres, c'est là, j'ai mis le groupe en support. J'ai pris Era 2, donc c'est le deuxième album de Era. Donc j'aime beaucoup. C'est Era qui m'a fait découvrir vraiment ce style-là, côté New Age, beaucoup. Et je pense que sans Era, je n'écouterais pas de la musique religieuse comme je le fais maintenant. Tout ce qui est chant grégorien, machin. Parce que quand on écoute normalement ce côté, notamment sur les premiers albums comme Era 2, que certains sont des chants qui ont l'air assez vieux, je pense à Ameno, Miseremani, je suis en train de regarder les albums, les titres derrière, mais pas tant que ça, mais il y en a pas mal. Il y a également l'album The Mass, ou The Mass, je sais pas comment on prononce. J'adore, mais je vais être franche, j'adore leur jaquette, comme ça. L'effet, vous voyez, comme je disais, un côté vraiment vieille église, vieux château, là où il y a même un style dégagé. J'aime beaucoup ce qu'ils font, même derrière. Ça fait vraiment Moyen-Âge. Moi, quand j'écoute, donc il y a The Mass là-dedans, Ave Mano, Ena Volare, Vocifera, qui ont vraiment l'air de vieux chants. Comment j'écoute, j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge, dans le château fort, tout ça. Après, c'est un point de vue personnel. Et j'ai évidemment pris l'album Best Of, donc The Very Best of Era. Donc vous allez me dire c'est toujours les mêmes chansons qui réapparaissent, mais moi j'aime bien avoir les albums, ça change un petit peu. On se dit au moins, si on veut que certains styles de chansons, ou même des best-of comme c'est là, au moins c'est plutôt bien. J'aime beaucoup celui-là, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment vieux tableau, c'est vitrage, je sais pas comment expliquer, j'aime beaucoup. Ça c'est pour ce que j'ai acheté donc avec le Cultura. Et après, alors là j'ai beaucoup de livres, je vais être franche avec vous, je compte et je reviens, j'aurais dû le faire avant, 14 livres à acheter. À vous montrer pardon que j'ai acheté, donc pour ce qui s'appelle c'est qui s'étend sur une braderie, il y avait la braderie du Mans et la médiathèque où je vais souvent, donc la médiathèque Louis Aragon vendait ces livres. C'était des livres qui soit étaient dans leur collection ou qui sont plus souvent empruntés ou qui n'ont pas d'intérêt ou qui n'avaient plus d'intérêt, enfin pour les collections, enfin des livres qui n'en avaient plus besoin, qui se faisaient débarrasser. J'en ai eu pour 14 euros, non 5, 7 euros. Parce que 10 livres c'était 5 euros et 50 centimes par livre après, donc c'est à peu près ce que moi j'ai payé. Je vais vous les présenter peu à peu parce qu'il y en a beaucoup, je vais te chez vous. Et on va commencer. Alors en premier c'est donc une trilogie qui sont des livres qui sont écrits en gros caractères. Ils existent ces livres-là chez, j'ai vu qui, Grasset, si ma mémoire est bonne. J'ai un petit peu de doute, mais ceci je crois que c'est ça. Flammarion, édition Pygmalion que j'ai eu sur Livre Addict, mais je vais vous les présenter là maintenant. Il s'agit de la trilogie Clémence, écrite par Mireille Lesage. Donc voici le tome 1 Clémence, donc le tome 1 L'envol de Clémence, donc là c'est chez Corsaise, comment dire, l'édition, et c'est vraiment de la très très grosse écriture. Voilà, hein, on ne peut pas faire plus gros, je pense que c'est beaucoup adapté à ceux qui sont malvoyants ou ceux qui ont du Tibet, je pense aux personnes âgées. Le tome 2, Clémence et le régent, toujours Mireille Lesage chez Corsaise.
Et le dernier, c'est Clémence à l'heure du choix. Pareil, toujours un message chez Corsairs, comme je dis, c'est vraiment écrit mais très bien. Et non, certes, mais c'est des livres qui sont, voilà, qui font même pas 300 pages, donc qui sont, je pense, très fins. Je vais continuer avec les grands formats. J'ai donc trouvé aussi Historiquement Incorrect de Jean Sévilla chez Fayard. C'est un livre que j'avais vu, je crois, à une époque où je faisais le ménage chez des personnes. Souvent, j'aime bien regarder ce qu'ils ont dans les bibliothèques. J'avais vu ce livre-là, donc je l'avais mis dans ma wishlist. Et blague à part, je l'ai trouvé là, je le prends direct. C'est un peu sur des. Il y a 10 chapitres. Comme par exemple quelle a été vraiment la part des Arabes dans la transmission du savoir antique au Moyen-Âge. L'Église a-t-elle fait l'obstacle à la science? À qui profite la colonisation? La Première et la Deuxième Guerre mondiale ont-elles mené au nom des droits de l'homme? Ce genre de choses. Donc je pense que c'est bon, je pense historiquement incorrect. C'est-à-dire que des choses qu'on croit savoir, mais qui ne sont peut-être pas forcément vraies. Et donc voilà, je pense que ça va vraiment être intéressant de le lire. Moi qui suis une fan d'histoire, ça tombe bien. Je sais pas trop gâcher l'écran, ça serait pas plus mal. Enfin, vous gâchez vous une vue de ce que je présente. Il y a également Les Fables de sang d'Arnaud de Lalande chez Grasset. Le gars, il a un nom de bourge quand je l'écoute. Tout est collé, mais j'ai l'impression qu'il a un nom de bourgeois ou de noble de Lalande, ça fait bizarre. C'est un côté où ça parle vraiment d'histoire. Le tueur est le descriptif, parce que j'ai vu le mot tueur, donc ça m'a fait tirer dans mon esprit. Donc un tueur en série dans la de Versailles, une jeune reine menacée, un agent secret vénitien, des femmes, beaucoup de sang, des espions anglais, des inventions diaboliques, des secrets d'alcool, des crimes énigmatiques, pardon, des femmes que ne dirait jamais. Ce genre d'histoire, enfin, je sais pas trop quoi ça, parce que c'est vrai que l'enseignant n'en parlait pas, mais on va bien voir ce que ça donne. J'ai envie de me laisser un peu porter. La couverture est plutôt sympa, c'est une plume avec une goutte de sang. Donc, Puis j'ai vu qu'il a écrit un autre livre notamment, enfin qu'il est scénariste pour le ciné et la BD. Et qu'il a écrit un autre livre qui s'appelle Le piège de Dante. Rien que le titre m'intéresse parce que moi qui écoute notamment ce temps-ci Inferno de Dan Brown, donc qui c'est un peu un tour autour de l'Inferno de Dante. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de lire ce ouvrage de cet auteur, si celui-ci me plaît bien sûr. Alors je suis un peu décodée de ce que j'ai vu. Enfin, je m'en suis rendu compte hier en mettant, parce que pour ceux qui ne savent pas, je mets des post-it avec les titres, faut pas pouvoir pas trop gâcher la couverture. J'ai vu que j'avais le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, je vais pas vous mentir, 2 et 3. La personne qui a pris le tome 1, je trouve ça vraiment un peu vache de ne pas avoir pris les deux autres tomes, parce que sur le coup, ça empêche la personne de lire sur le fil. Je sais trouver le tome 1 dans plus ou moins cette édition, mais j'y crois moyen. Mais on va bien voir ce que ça donne. Donc j'ai pris en premier temps donc, le tome 2 de Sous le vent de la liberté, donc Chasseur et proie, de Christian Léaurier chez Bayer Jeunesse. Alors c'est vrai que j'ai lu le résumé, c'est vrai que ça a l'impression d'un premier tome, et quand j'ai lu le tome 2, j'ai dit sur le coup, on va bien voir ce que ça va donner. Et j'ai également pris donc Sous le vent de la liberté tome 3, Les temps cruels de Christian Léaurier, toujours chez Bayer. Du coup, on a l'impression un peu tout ce qui va être colonisation. J'ai pas vraiment le résumé parce que j'ai du mal à comprendre ce que ça part. Mais c'est vrai de parler de tout ce qui est. Là, on sent comme guerre de 7 ans. Pas guerre de 7 ans, mais la guerre d'indépendance des États-Unis. Et là, tout ce qui est colonie d'Afrique, enfin l'esclavage et tout ça. C'est l'impression que me donne les couvertures. Et là, ce sont des formes à poche que je vais vous présenter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc c'est déjà pas mal, la moitié. Donc en premier, c'est La Reine Margot de d'Alexandre Dumas. Là, c'est chez Hachette Jeunesse. Donc c'est la collection Aventure verte, Aventure humaine, je sais pas. Il y a... C'est un d'être les deux. Je lis le livre sur ma liseuse, mais le fait de l'avoir en papier me donne plus ou moins une idée de comment j'avance. Donc c'est peut-être intéressant à voir. J'ai également trouvé Camelot de Fabrice Collin chez Seuil dans la collection Caractère. Ça a l'air d'être. Je sais pas, je pensais. Comment dire, ça allait parler beaucoup de tout ce qui est roi Arthur et tout ça, et pas tant que ça. Voilà, un mystérieux adolescent entraîne 4 de ses camarades dans une folle aventure à la frontière du réel et du fantastique. Je vous ai lu le petit carré jaune là, mais je vais pas tout lire en entier, enfin pas en entier du livre. Du résumé parce que j'ai pas trop envie de savoir ce que c'est. Ça doit être un couple d'amis dans un lycée, dans une institut qui passe leur diplôme de fin d'année, réservé ou quoi à quelques privilégiés. Et apparemment ça
va pas trouver comme il faut. Enfin, on va bien voir ce que ça donne. Celui-là, je pensais être un thriller, ça va être un peu le cas. C'est donc Derrière l'écran de Pascal Garnier chez Bayard dans leur collection Millésime. C'est vrai que les couvertures font un peu thriller. Donc, c'est l'histoire de Jimmy et de son père qui vit dans un petit camion qui est en fait un cinéma ambulant. Est-ce que j'ai compris? Cinéma mais un soir, leur camionnette tombe en panne sur une route isolée. Et donc Jimmy part chercher de l'aide et il se retrouve dans une petite maison, je crois bien. Il se retrouve dans la forêt avec ce père et il découvre un château habité uniquement par une jeune fille. Il dit qu'il va rester. Je ne sais pas s'il va rester, ça n'a pas dit. Et de cette rencontre, finalement, il va passer certaines choses. À voir. C'est un petit livre qui est très fin, qui fait 145 pages. Donc, petit thriller, je pense qu'il est vraiment intéressant à lire. Surtout que là, je trouve, on est dimanche, il fait vraiment très beau. Donc, c'est vraiment un temps à lire, à se poser tranquillement. Pour le mois d'octobre, le temps qu'on a, c'est hallucinant quand même. Hein. On n'est pas en été. Alors, celui-là, je l'avais déjà emprunté il y a un bon moment. Je l'avais quasiment au début de mon blog. Je n'avais pas des meilleurs souvenirs, je ne sais même plus pourquoi. Parce que c'était lent, il y a un truc qui me dérangeait. Celui-là, et quand je sais qu'il y était, j'ai peut-être lâché. Et quand j'ai relu le résumé, j'ai dit c'est vrai, ça rentre dans un univers un peu plus vaste. C'est donc Enfant de la prophétie, donc le tome 1 donc de Juliette Marie-Hélier chez La Talente. Je vais lire, je trouver les autres tomes de cette histoire qui sont donc alors faisant suite à Sœur des Signes et Fils de l'Ombre. Enfin la trilogie clôt la trilogie de Septénègue. Voilà, donc je pense que je vais d'abord lire ces ouvrages-là avant celui-là. Parce que je savais pas trop. En fait, c'est ça, je me souviens, j'ai pas compris de quoi ça parlait au début. Mais maintenant, si je lisais pas les autres avant, ça pourrait être intéressant. Sachant que ça se passe en Irlande, pour ceux que ça intéresse. J'ai également pris La Marque de Lucifer de Bridget Crowley chez Milan. Poche Histoire. Donc, Milan, édition Milan Poche Histoire. Donc on va suivre John qui a de devenir tailleur de pierre mais suite à un accident sur le chantier de la cathédrale de... C'était pas la ville. Son père meurt et lui devient infirme, donc il ne peut pas continuer à exercer son métier. Il va donc devenir enfant de cœur et c'est pas facile quand on est subi tout ce qui est moquerie, etc. Et tout ce qui est complot. Il marque bien entre le moquerie de Scamar et les complots diaboliques qui se trament autour de lui. Donc ça se passe en Angleterre au XIIIe siècle. Donc on n'en sait pas plus. C'est un petit livre qui peut être assez sympa. Je pense que je peux le garder pour l'été. Donc c'est un livre qui fait, même pas 300 pages, 382 pages. Ça peut être très facile. J'ai également pris La fiancée à la robe verte de Audrey Fleig chez Radio Roman. Donc je tiens à préciser que tous les livres que je vous présente, je ne sais pas si, en tout cas pour le cas des livres de la braderie, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles dans les éditions que je vous montre ou pas. Donc voilà. Alors pour La fiancée à la robe verte, on est en 1654 aux Pays-Bas. Louise a 16 ans et elle doit porter pour la première fois une robe de soie verte qui la rend plus belle, donc qui réchauffe, réclame son regard car elle s'apprête à poser pour un peintre célèbre. Donc comment est-ce qu'elle va se sentir face à ce peintre, qu'est-ce qu'elle va ressentir, tout ça, c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre. Qu'est-ce que l'intérêt de poser pour un peintre peut engendrer dans sa vie. Donc je pense que ça va être intéressant. Je pense que j'aurais pu vous présenter plus tôt parce que c'est la deuxième fois que je vous présente cet auteur. C'est donc un autre livre d'Alexandre Dumas, donc là c'est Le Collier de la Reine. Donc là c'est l'édition L'École des loisirs, collection classique abrégée. Donc apparemment c'est pas l'intégrale, c'est pas le texte complet, je vais peut-être une autre édition complète. Donc je pense que tout le monde, quand ça s'intéresse vraiment à l'histoire de Thomas de France, a forcément entendu parler une fois de l'affaire du collier. Donc en gros, c'est Jeanne de la Mode qui propose, qui dit au cardinal Durand, c'est dur de expliquer quand on connaît l'affaire, qu'on ne sait pas comment expliquer. En fait, vous connaissez le cardinal Durand qui adore la reine, qui veut se rapprocher d'elle, enfin qui veut lui faire plaisir.
Et un jour, il rencontre Jeanne de la Motte qui se dit être une intime de la reine, chose qui est totalement faux. En fait, elle va dire quelque chose, c'est qu'en fait, il y a justement un bijoutier, j'oublie le nom d'ailleurs, c'était ce bijoutier, qui propose à la reine un collier, mais qui est excessivement très cher, que Marie-Antoine ne peut pas se permettre d'acheter. Donc Jeanne de la Motte va dire voilà, c'est vrai que la reine souhaite se l'offrir, mais n'a pas les moyens de se l'acheter. Et justement, Jeanne de la Motte va utiliser un subterfuge, c'est que c'est le cardinal de Rohan qui va payer le collier. Et Jeanne de la Motte va seulement se barrer avec le collier quand le cardinal de Rohan aura tout payé. Donc, quand le cardinal de Rohan va se rendre compte que Jeanne de la Motte n'est pas si proche de la reine que ça, et voire même que Jeanne de la Motte est totalement étrangère à Marie-Antoinette, c'est-à-dire que Marie-Antoinette ne connaît pas cette femme, là par contre ça devient compliqué. Alors à savoir, c'est que Marie-Antoinette n'y avait plus rien dans cette affaire parce qu'elle était là au mauvais endroit au mauvais moment. Je porte pas spécialement Marie-Antoinette dans mon cœur, je vais vous le dire, mais c'est vrai qu'elle a rien demandé, elle se retrouve au mauvais endroit au même moment, elle a fait ses offres au même moment, Jeanne de la Motte en a profité, machin, mais faut savoir que ça va vraiment se retourner contre elle et que déjà le peuple qui ne l'aimait pas spécialement vont davantage, on va dire, la détester. Et là, apparemment, ce que j'ai pu regarder dans le livre sans vraiment trop le lire, ça va être une version romancée, ça va être un roman basé sur une histoire vraie. Donc, hâte de le lire parce que j'aime bien cette affaire-là, l'affaire du collier. Également les 13 grammes de cristal, le tome 2, les disciples de Seth, d'Anne Chevalier Mao, aux éditions ACM qui est en fait sur les initiales d'Anne Chevalier Mao, donc elle aussi s'auto-édite. De cette sont finis, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si ça dure vachement longtemps, mais avec tous les livres que j'ai à présenter, c'est déjà beaucoup. Ça va être autrement donc, pour les lectures de Gel d'octobre parce que vu que je me suis bien aménagée, j'ai eu le temps d'aménager tranquillement dans mon appartement, je vais pouvoir mettre des bibliothèques comme je veux, ranger mes livres et vous faire un petit décor sympa. Mais sur ce, je vous dis bonne lecture et rendez-vous fin octobre. A bientôt.